Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, il m'est déjà arrivé de vous parler de livres, plusieurs fois même. Je vous ai parlé de mes livres Disney, de mes livres d'enfance, de mes livres préférés, de mes lectures du moment. Et vous vous en doutez, j'aime vraiment beaucoup lire. Sauf que ces formats, ils étaient assez ponctuels et j'arrivais pas vraiment à avoir une cohérence. Et je me suis dit qu'il serait bien d'essayer de vous faire un bilan lecture tous les 3 mois. Donc c'est ce que je vous propose là, je vais vous faire un bilan comme nous sommes début avril de mes mois de janvier, février, mars, point de vue lecture. C'est parti! Alors on va commencer par début janvier. Début janvier, j'ai lu ceci. Alors L'été des partisans de Camille Grandon est un tome 2, donc je vais plutôt vous parler du tome 1 et vous quand même vous donner mon avis sur le tome 2 en lui-même pour si vous avez déjà lu le tome 1 et que vous vous posez la question de est-ce que je dois lire le tome 2. La série s'appelle Partout où ils sont libres et il s'agit de romans historiques, c'est-à-dire que c'est des histoires inventées certes, mais qui se basent vraiment sur les faits historiques, et c'est vraiment le but de mettre en lumière une partie de l'histoire de France en l'occurrence, qu'on a un peu tendance à oublier parce qu'elle est quand même vachement sombre. Il s'agit de la libération, c'est-à-dire ce moment où la zone libre, qui ne l'était plus, qui a été occupée après, a été relibérée à partir du débarquement de Provence. Et on commence l'histoire vraiment au moment où les maquisards descendent en ville et apprennent, qui vient d'être libéré, et apprennent ce qui s'est passé, et on suit Simon, qui découvre que la femme de sa vie, Marie, a été fusillée parce que elle l'aurait dénoncée. En effet, Simon est juif et sa famille a été déportée sous ses yeux, il a réussi à se cacher et à ne pas se faire prendre, mais pour lui c'est impossible que ce soit Marie parce que elle l'a aidé à se cacher, il comprend pas et pour lui c'est pas possible. Sauf que les secrets sont de partout, personne ne veut parler, c'est facile d'accuser les gens et tout le monde pense que Marie était du côté des entre guillemets méchants, c'est-à-dire en l'occurrence qu'elle a suivi la milice, qu'elle a suivi tous ces gens, qu'elle a suivi les collabos. Et les représailles vont très très vite, il y a très peu de jugements et quand il y en a c'est à la va-vite, beaucoup de fusillés, beaucoup d'humiliations publiques, etc. Et dans tout ce contexte, Simon essaie de faire la lumière sur toute cette affaire. Il veut prouver que... alors certes, ça la ramènera pas à la vie, mais il veut prouver que Marie était quelqu'un de bien. Que c'est pas la criminelle que tout le monde est la fille facile que tout le monde décrit. Le tome 1 alterne beaucoup entre l'histoire de Simon qui cherche à comprendre et des flashbacks qui nous racontent les relations de Simon avec tous les personnages parce que du coup, on a beaucoup de personnages dans ces livres qui sont assez variés, très intéressants, etc. et qui ont tous leur rôle à jouer. Alors, c'est à la fois bien et pas bien. En général, dans ce genre de roman, on va avoir peu de personnages et qui vont regrouper l'histoire et les traits de caractère de plusieurs personnes ayant réellement existé. Et là, le choix a été fait plutôt de multiplier les personnages, ce qui n'aide pas vraiment à suivre, mais qui va rendre hommage à plus de gens finalement, donc pourquoi pas. Et personnellement, j'ai préféré le tome 2, parce qu'il y a beaucoup moins ces flashbacks, c'est beaucoup plus linéaire, donc plus facile à suivre, et surtout, il y a toute la mise en place dans le tome 1 qui est vraiment longue forcément, parce que pour introduire tous ces personnages et que c'est une consistance, il faut beaucoup d'informations, c'est normal, et là on peut beaucoup plus avancer, on apprend beaucoup plus de choses aussi, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de secrets, et on n'apprend finalement pas beaucoup de ces secrets dans le tome 1. Dans le tome 2, on reste beaucoup moins sur notre faim, ça c'est vraiment bien, on apprend enfin des choses... Alors, il y a des choses dont on se doutait, il y a des choses où on tombe des nues complètement. Malheureusement, on attend encore un tome 3 après la fin du tome 2. Mais c'est pas comme le tome 1 où j'étais frustrée à la fin, là le tome 2, ok, j'étais vraiment contente. Voilà, oui, il y a encore des choses que je veux savoir, j'ai envie de lire le tome 3, mais je comprends enfin des tas de trucs et c'est super satisfaisant. En janvier, j'ai également repris une série que j'avais commencé en décembre, donc le tome 1 je l'ai lu en décembre, et j'ai lu les tomes 2 et 3 en janvier, et les tomes 4 et 5 en février. Alors cette série, donc j'ai pas le 1, il est resté en bas mais c'est pas grave, cette série s'appelle La Belle Gaillarde, en 5 tomes donc, et ça a été écrit par David Eddings et c'est sorti dans les années 80. C'est de la fantasy, et en réalité ce n'est pas écrit que par David Eddings, c'est aussi écrit par sa femme, il l'a reconnu qu'après, et sur les derniers livres qu'ils ont sortis, c'est écrit que c'est des deux, mais c'est coécrit en fait avec sa femme et c'est important de le dire parce que même si c'est pas écrit sur la couverture, c'est le cas.
Bon, mais La Belle Gaillarde, ça parle de quoi? Alors évidemment, je vais pas vous spoil hein, les 5 tomes, je vais juste vous parler du début et vous dire ce que j'ai pensé de la série. Ça commence par la mise en place de l'univers, c'est-à-dire qu'on a un petit peu comme un livre saint entre guillemets qui raconte la création du monde dans lequel on va se situer et l'histoire des différents dieux, notamment de Torak, qui est un dieu qui est décrit comme perverti, qui a volé à son frère un orbe magique et qui a voulu s'en servir pour avoir des pouvoirs, sauf que l'orbe s'est retourné contre lui. Il a perdu un œil, il a été brûlé et il n'était pas très content. Mais il voulait garder l'orbe pour lui quand même. Et un sorcier du nom de Belgarath et sa fine équipe ont réussi à lui voler l'orbe. Et Belgarath s'est assuré de mettre l'orbe en sûreté avec ses compagnons qui, eux, ne sont pas immortels contrairement à Belgarath qui lui va pouvoir continuer à veiller sur l'orbe. Les autres, ce sera le boulot de leur descendance. Torak va cependant ne pas être très content et il va quand même essayer de lever une armée et d'aller récupérer l'orbe. Ça a été compliqué, mais il a été arrêté. Un certain Brand va lui passer une épée en travers du corps, ça va lui faire des bobos, mais c'est pas suffisant pour le tuer et un de ses disciples arrive à subtiliser le corps inconscient avant qu'on ait réussi à le tuer complètement. L'orbe est donc safe pendant un certain temps, mais il va falloir faire attention. Ce certain temps, c'est le temps où Torak dort, et ça dure à peu près 2000 ans. Pratique? Oui et non, parce que d'un côté ça permet de se préparer, d'un autre côté on a tendance à se dire ça n'arrivera jamais puisque ça fait 2000 ans qu'il dort, il va pas se réveiller. Nous sommes donc 2000 ans après le sommeil, début du sommeil de Torak, et nous allons suivre un petit garçon qui va grandir, qui s'appelle Garion. On le suit vraiment au début, ça va assez vite, de sa petite enfance à son adolescence, et vraiment, cette partie-là, ça prend 2 chapitres à peu près. Et il est élevé par sa tante Paul, dans une ferme. Tante Paul, elle est cuisinière dans la ferme, et Garion, c'est un petit garçon, comme les autres. Il a 2 enfants qui ont à peu près le même âge que lui, et avec qui il s'entend très bien, et voilà, ça se passe bien, il grandit. Il va jouer dans la forge, il va se cacher de sa tante Paul parce qu'il aime pas faire les corvées. Et puis régulièrement, il y a un conteur qui vient et qui s'appelle Loup Solitaire et qui vient raconter des histoires. Bah oui, c'est un conteur. Et voilà, tout se passe bien et Garion grandit. Un beau jour, le conteur revient comme d'habitude et il discute avec tante Paul et il explique à tante Paul qu'il y a quelque chose qui a disparu et qu'il faut le suivre pour aller retrouver ce quelque chose. Garion ne comprend pas trop et le lecteur non plus de quoi il s'agit. Cependant, tante Paul dit que il va falloir que Garion les suive parce qu'elle peut pas le laisser à la ferme. Tante Paul, donc c'est vraiment la tante de Garion, elle lui explique, donc elle aimait beaucoup les parents de Garion, mais ils ont été assassinés. Et du coup c'est elle qui s'occupe de lui et il a plus de famille à part elle, donc il faut qu'il parte avec. Ils quittent donc tous les 3 la ferme, mais en fait ils sont quand même rejoints par le forgeron qui a un instinct qui lui dit que ces gens-là ils sont pas vraiment ceux qui disent qu'ils sont, mais c'est pas grave, il sent qu'il y a besoin d'être avec eux et qu'ils auront besoin d'un homme fort supplémentaire pour les aider quoi qu'ils cherchent. Il veut pas savoir, mais il sent qu'il faut qu'ils viennent. Et autant tante Paul au début elle est pas très... ça lui dit pas trop, autant Loup Solitaire il dit que c'est une bonne idée et ils partent sur les routes à la recherche de ce truc qui a été volé. J'ai beaucoup aimé cette série parce que, alors déjà le style est assez particulier et en tout cas ça vient probablement de la traduction, mais moi j'ai beaucoup aimé le style et les personnages sont super complexes et intéressants. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est clairement mauvais et qui est imbuvable et qui est tout ce que vous voulez, sauf qu'il est du bon côté. Et il est bon en fait. Enfin, il est mauvais mais bon, enfin... C'est... c'est très particulier. L'un des leitmotifs de ses coéquipiers, c'est « t'as vraiment mauvais fond ». Et c'est vrai, il a vraiment mauvais fond. Mais... Enfin, mais il est loyal. Il est loyal mauvais en fait, je crois. Mais même pas, il respecte pas la loi, c'est un arnaqueur de première... Enfin, il est trop intéressant ce personnage, il est super drôle. Ah oui, par contre, les livres sont extrêmement drôles. J'ai beaucoup ri, vraiment beaucoup.
Les personnages évoluent aussi, Garion, donc on l'a vu tout petit, on le voit ado. Ado, il est insupportable, clairement. Mais il ne reste pas ado, heureusement pour nous. Et c'est vraiment agréable. Pareil, on apprend de plus en plus sur Tante Paul, Loup solitaire, on apprend des tas de choses sur le monde, sur les relations entre les peuples aussi, parce que chacun des peuples a un dieu qui les guide. Quand Torak a mal tourné, tous les dieux ont quitté la Terre, mais ils ont quand même des moyens d'intervenir à des moments, ils ont le droit de revenir ponctuellement, etc. Et donc on les rencontre, ils ont des peuples qui ont des cultures différentes, ils ont... Voilà, c'est très intéressant en fait, en termes de politique, en termes de messages, en termes de réflexion. Vraiment, cette série, je recommande. Toujours en février, j'ai lu ceci que j'avais eu à Noël. Alors c'est un Twisted Tale sur Tiana, je pense que ça se voit. L'autrice de ce Twisted Tale, c'est son premier, donc je peux pas vous dire que c'est le même que tel ou tel autre. Là c'était son premier et je l'ai trouvé très bien. C'est quoi le twist? Tiana, elle a accepté le pacte avec Facilier. Voilà. Vous savez quand elle est dans le cimetière là, à la fin du film et qu'elle détruit le talisman? Là elle l'a pas détruit. Pourquoi? Parce que Facilier lui a proposé de retransformer Navine en prince, de ressusciter son père, et de transformer Louis en humain. Bon, il y a vraiment aucun truc qui intéresse Tiana, c'est son père. Bon, et un peu Navine quand même. Louis c'est bonus. Bon, évidemment tout ça, ça a un coût, vous vous en doutez, c'est pas gratuit. Le coût, bon, il est pas très élevé. Il faudra que Navine oublie tout, Tiana s'approche plus de Navine, et que Tiana verse dans son gumbo, quand elle aura enfin ouvert son restaurant, tout le temps une petite potion qui permettra à son père de rester vivant. Spoil, c'est pas pour ça, mais c'est ce que Facilier lui dit, et Tiana est bien obligée de le croire parce que elle n'a pas le choix en fait. Et donc Tiana accepte. Donc son père n'est pas mort en fait, et tout le monde pense qu'il n'est pas mort. Elle se souvient, elle est la seule à savoir que à un moment il était censé être mort. Pour tous les autres, il est jamais mort, il est revenu de la guerre et voilà. Sauf qu'évidemment, c'est pas si simple. Un an après, Tiana a réussi à ouvrir son restaurant. Alors, pas le restaurant qu'on voit dans le film. Pourquoi? Parce que au moment où elle revient et où Navine est retransformée, etc., elle n'a pas l'argent, forcément. Et du coup, elle peut pas avoir le vieux hangar du moulin, là. Par contre, avec son père, elle va pouvoir avoir un prêt, parce que c'est un homme. Du coup, elle peut acheter un restaurant, certes plus petit, moins bien, etc., mais c'est pas grave, ils vont grandir, ils vont acheter un autre après. Et donc ils ont leur restaurant, qui ne désemplit pas évidemment, c'est un grand succès. Tiana savoure chaque jour de sa vie à travailler aux côtés de son père, elle est ravie, c'est trop bien, voilà. Sauf que Facilier il est pas ravi lui, parce que on est au bout d'un an et ses amis de l'au-delà ils attendent d'être payés. Sauf que il sait pas pourquoi, mais la potion du gumbo elle marche pas vraiment. Parce que bon, le but de cette potion c'était de rendre les gens influençables, sauf que Big Daddy qui est censé aller manger au resto de Tiana tous les jours, ce qui est vraiment le cas, il est pas influençable après, et du coup, Facilier il est toujours pas le maître de la Nouvelle-Orléans, et c'est pas normal. Du coup, pour payer ses amis, c'est compliqué. Et il y a aussi une mystérieuse brume qui s'installe. Alors, j'ai apprécié parce que les personnages sont assez fidèles au dessin animé. On apprend à connaître le papa de Tiana, qui est aussi sympathique et lumineux et gentil que le peu qu'on voit dans le dessin animé. On voit beaucoup Charlotte aussi, qui est quand même un personnage très sympa. C'est encore la faux-folle et surtout le soutien indéfectible de Tiana, ça sans conscience des conséquences, voilà, c'est Charlotte. Et ça j'ai trouvé ça très chouette. J'aime bien aussi le côté de Louis, est-ce qu'il apprécie ou pas d'être transformé en humain, parce que Mama Audi avait dit que en fait il n'en avait pas vraiment besoin, c'est pas vraiment ça qu'il voulait. Et du coup est-ce que c'est vraiment ça qu'il voulait ou pas? On a la réponse puisqu'on est un an après. Et nous arrivons en mars. Alors là, j'ai plus les livres parce que j'ai été emprunter des livres à la bibliothèque, parce que vous doutez que quand on lit autant, on n'achète pas tout. Donc moi, quand j'aime bien un auteur, je fais pas les choses à moitié. J'avais déjà lu 3 ou 4 livres de Guillaume Musso, là j'en avais réemprunté 3. Le premier, c'est L'Appel de l'Ange, que j'ai lu. Et c'est celui qui m'a le moins plu, je pense. C'est l'histoire de deux personnes qui échangent leur téléphone portable à l'aéroport. Ils se heurtent et ils échangent les téléphones parce qu'ils sont identiques. Imaginez 2 iPhones, voilà. Il y en a une qui est fleuriste à Paris, et lui, il est ancien cuisinier, chef étoilé, mais
vraiment ça va pas, il essaie de tourner la page et donc là il a plus son restaurant étoilé, il fait à peu près plus rien, il est en tout petit resto de quartier aux États-Unis. Et là il a son fils pour les vacances parce que il est divorcé de sa femme. Ça fait partie des raisons pour lesquelles il n'est plus cuisinier. Et du coup, il essaie de profiter de son fils comme il peut, mais là, ses vacances vont être un peu ruinées puisqu'il n'a pas son téléphone. Et du coup, pour prendre les commandes des clients, c'est compliqué. Enfin, les réservations des clients, etc. C'est très compliqué. Accessoirement, nous sommes au début des vacances de Noël. C'est pour ça qu'il a son fils, c'est parce que il l'a pour Noël. Et l'histoire va tourner autour d'un cold case parce qu'on découvre petit à petit des choses l'un sur l'autre, parce que ils vont fouiller dans les téléphones et ils font remonter des choses et ils découvrent certaines choses, typiquement juste après que la demoiselle ait récupéré le téléphone du monsieur, elle reçoit un appel de l'ex-femme du coup qui dit qu'elle l'aime encore, mais c'est très bizarre parce qu'elle l'a trompé et ça la fille le découvre en regardant les journaux parce que c'était un chef étoilé extrêmement connu, c'était même le plus connu au monde. Donc c'est très bizarre et petit à petit ils vont glisser vers une enquête qu'ils vont peut-être finir par résoudre ou pas. J'en dirai pas plus parce que après ça en dit trop. Le deuxième livre de Guillaume Musso que j'ai lu, c'est La jeune fille à la nuit. Celui-là, je l'ai pas mal aimé. C'est l'histoire d'un écrivain célèbre qui revient dans son lycée dans le sud de la France pour l'inauguration de la première pierre et la destruction d'un bâtiment de son ancienne école. Ça sert aussi de retrouvailles, anniversaire de promo, etc. Et s'il s'y rend, c'est rapidement parce qu'on se rend compte qu'il s'est passé des choses bizarres à son époque et que il comprend pas trop. Il aimerait bien, il sait qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Il y a la fille sur qui il craquait à l'époque qui a mystérieusement disparu avec des profs de l'époque, a priori, ils se seraient enfuis tous les deux. Mais il sent qu'il y a un truc bizarre, sauf qu'il sait qu'il a fait quelque chose de mal aussi à ce moment-là, et du coup, il sait qu'il va y avoir un problème probablement, qu'on va découvrir des traces et que il va finir en prison en fait. Globalement, on comprend très vite qu'il pense qu'il va finir en prison le surlendemain. Il retrouve ses amis de l'époque, et s'ensuit toute une enquête parce que lui, il veut comprendre ce qui arrivait à son amour de l'époque. Il sait qu'il va tomber, il aimerait bien, tant qu'à faire, trouver ce qui arrivait à son ami, à la fille sur qui il flashait à l'époque. Et donc c'est toute l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé vraiment cette nuit-là, et c'est plein de rebondissements et beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. Il cherche vraiment à rendre justice à son amour de jeunesse finalement. Et vraiment, j'ai trouvé que le côté policier était vachement bien. Et enfin, le troisième que j'ai lu, c'est La vie secrète des écrivains. Alors celui-là, il est très bizarre. Il est vraiment très bizarre. J'ai même pas réussi à dire si je l'aimais bien ou pas finalement. C'est un jeune homme qui plaque tout pour aller pouvoir écrire, qui veut être écrivain, qui arrête pas d'envoyer son livre à des maisons d'édition, mais ça prend pas. Et il sait qu'il y a un auteur qu'il adore, qui a subitement arrêté d'écrire, qui allait s'exiler sur une île qui vit en autarcie et qui a quasiment son autonomie en fait vis-à-vis de la France. C'est une île dans la Méditerranée. Et un peu comme l'île du Levant ou Porquerolles, ce genre d'île. Et il se trouve qu'il trouve un boulot, l'auteur qui n'arrive pas à faire accepter son manuscrit, sur cette île parce que le libraire cherche un aide pour faire un inventaire, etc. Et du coup, c'est un CDD et il se dit je vais y aller, comme ça j'aurai du temps pour écrire, parce que le libraire, voilà. J'aurai peut-être l'occasion de rencontrer cet écrivain dont je suis fan et qui n'écrit plus rien et qui s'est exilé là, peut-être que je saurai pourquoi d'une part, et peut-être que j'arriverai à avoir des trucs quoi, et peut-être qu'il lira mon manuscrit et qu'il pourra m'aider. Et donc il part, il rencontre le libraire, alors c'est un libraire assez rétrograde qui ne veut que des romans classiques dans sa librairie. Le jeune homme essaie désespérément de faire un peu changer tout ça, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Il finit par y arriver un petit peu à l'amadouer. Il s'installe et ça se passe très bien sur l'île, mais évidemment l'écrivain reste caché dans sa maison. Et donc il essaie par tous les moyens, y compris pas le cambriolage, mais la violation de domicile, de remettre son manuscrit à l'écrivain, ce qu'il finit par faire
au prix d'une belle frayeur parce que quand même l'écrivain lui a tiré dessus à la carabine. Sauf que bah, un corps est découvert. Un corps est découvert sur l'île et là c'est le drame forcément parce que déjà comment ça se fait, tout le monde est si gentil, comment c'est possible, du coup c'est forcément quelqu'un de l'île, donc il y a la police qui arrive, on va faire un lockdown etc. Et il se trouve qu'il y avait justement un journaliste qui était en tourisme parce que bah, il y a quelques maisons d'hôtes etc. Sur l'île. Et donc il va faire un blog simplement et référencer tout ce qu'il trouve sur ce crime. Et on va suivre l'enquête et essayer de comprendre ce qui s'est passé et il se trouve que ça a été bien avec les crimes. J'ai pas encore décidé si je l'aimais bien ou pas. Il est vraiment très bizarre sur la façon d'être raconté, il se passe des trucs que je peux pas dire parce que c'est vraiment du spoil pour le coup. Il y a 2 twists qui sont vraiment bizarres et perturbants. C'est ça le bon mot, perturbant. Je le recommande quand même, pour l'expérience je le recommande. Au mois de mars, j'ai aussi lu ceci. Alors ça c'est le tome au moins 8 du chat du bibliothécaire. Je crois que j'en avais déjà parlé du tome 1. Donc ce sont des enquêtes, ce sont des cosy mystery. Donc on suit toujours les mêmes personnages, Charles Harris en l'occurrence, qui est un bibliothécaire à moitié à la retraite, à moitié bénévole, voilà, il prend son temps, il a 55 ans je crois, quelque chose comme ça. Il a beaucoup travaillé, il a ses enfants qui sont grands, il a hérité de sa tante, donc il n'a pas vraiment besoin de travailler, c'est plus pour se maintenir etc. et par passion. Mais bon. Et par contre il se retrouve depuis un certain temps sans arrêt mêlé à des affaires criminelles, il y a des meurtres sans arrêt autour de lui. Comme c'est pratique pour écrire des livres. Comme d'habitude, il n'y a pas un meurtre au début, il se passe une centaine de pages avant qu'il y ait un meurtre. Comme d'habitude, on voit venir à des kilomètres qui sera assassiné parce que c'est toujours quelqu'un d'insupportable et ça je trouve ça trop bien. Parce que du coup, on se délecte par avance de cette personne ignoble qui va mourir. Par contre, on comprend très bien pourquoi elle va mourir parce que tout le monde la déteste. Du coup, pour savoir qui a commis le meurtre, c'est pas évident parce que franchement, les coupables c'est tout le monde. Enfin, en tout cas, les coupables potentiels, c'est tout le monde. Comme d'habitude, j'ai des pistes, j'y suis presque, mais j'y suis pas tout à fait. Il y a toujours des petits détails et des petites subtilités que j'avais pas et qui sont vachement bien. J'aime toujours autant les personnages secondaires aussi, parce que au-delà de Charles, on suit son fils, sa fille, les locataires qu'il a aussi, parce que comme il a une grande maison, il a des locataires. Franchement, bon, le chat évidemment, hein, Diesel, le Maine Coon de Charles Harris, qui est plus un prétexte qu'autre chose honnêtement, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Et franchement, c'est toujours un très bon moment à passer ces livres-là. C'est pas de la grande littérature, c'est pas des grands mystères, des grands polars, mais c'est agréable. C'est le genre de truc qu'on lit agréablement sous sa couette. Ouais, non, c'est du cosy mystery, quoi. Et pour finir ce mois de mars et donc cette vidéo, j'ai lu ceci. Alors oui, ça ressemble un peu aux autres. C'est la suite de La Belgariade, ça s'appelle La Malorée. J'ai lu le tome 1, c'est la suite. C'est très sympa, il s'est passé un peu de temps, les personnages ont un peu pris en maturité. Un certain nombre sont morts de vieillesse malheureusement. Mais le temps passe et du coup les personnages qui étaient enfants ont un peu grandi et ils prennent un peu plus d'importance. On retrouve l'ambiance, on retrouve les personnages tels qu'ils étaient et c'est agréable. C'est toujours aussi bien écrit, c'est toujours aussi sympa. Il se repasse des choses. Alors on sent que c'est un peu entre guillemets forcé parce que vraiment à la fin de La Belgariade c'est fini en fait. Même s'il y avait une ou deux petites portes ouvertes qu'on va suivre là, il y avait des choses qui clairement voilà, on fait en sorte que pour qu'il y ait une suite. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que l'histoire est cool, que c'est toujours bien écrit, que les personnages sont agréables, que c'est drôle, voilà. Donc le tome 1 en tout cas, j'ai pas lu, enfin je suis en train de lire la suite, je suis dans le tome 2. Mais pour l'instant, c'est une réussite. Et vous, si vous deviez me conseiller un livre que vous avez lu sur ces 3 derniers mois, ce serait quoi? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi aussi si ça vous plaît comme format. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!